Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours à travers donc toujours cette question de la synergie entre homogène et hétérogène. Et donc aujourd'hui je vais parler, vous avez le titre ici, de chimie bio-inspirée. C'est un thème que j'ai à plusieurs reprises évoqué au cours des dernières années, mais ici c'est un angle nouveau à travers cette question de catalyseur hétérogène bio-inspiré, c'est-à-dire, je vais le redire, comment peut-on exploiter des informations tirées de l'analyse des systèmes enzymatiques pour construire des systèmes hétérogènes. Et ce n'est pas trivial, et c'est récent, et il y a encore assez peu d'exemples, et je vais essayer de parcourir tous ces exemples. Et en plus, donc, nous avons la chance d'avoir un des rares chimistes qui, au cours de ces dernières années, a essayé d'exploiter cette stratégie. C'est Ulf-Peter Apfel, qui est, comme vous le voyez, professeur à l'université de Bochum en Allemagne, qui est un spécialiste de chimie de coordination, qui est très impliqué dans les catalyseurs pour le stockage d'énergie, en particulier l'hydrogène. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas que l'hydrogène, la réduction des protons, on verra aussi des exemples du côté de CO2. Et donc son titre ici, c'est exactement ce dont je vais parler, c'est-à-dire comment passer d'une information sur des systèmes enzymatiques à une création de matériaux solides. Alors, juste quelques rappels. Quand on parle de catalyse bio-inspirée, elle est pour l'essentiel moléculaire. C'est comme ça que les chimistes, depuis très longtemps, travaillent. Et si vous voulez, c'est une démarche que certains d'entre vous connaissent, parce que, comme je l'ai dit, on en a parlé. Donc, lorsque vous avez une question de chimie, d'une réaction, par exemple, comment transformer X en Y, eh bien, une façon de faire, c'est de regarder si la nature elle-même, réalise cette réaction et comment elle le fait. Donc ça, c'est une source d'inspiration, une source de connaissance qui est magnifique, enfin pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, la première chose à faire quand vous êtes dans ce domaine-là, c'est évidemment de regarder la réponse naturelle à la question qui est posée. Et évidemment, ça nécessite d'identifier l'enzyme. Oh là là, c'est pas vrai. D'identifier l'enzyme qui fait cette réaction, et évidemment de la caractériser, de la comprendre dans le détail le plus profond, à l'échelle atomique, comme les chimistes savent le faire. Et l'échelle atomique et l'échelle mécanistique, c'est bien entendu, les chimistes le savent, les biochimistes aussi, c'est ce qu'on appelle le site actif. C'est-à-dire c'est là que se passe, au cœur de la protéine, se passe une réaction chimique qui nous intéresse, la réaction X donne Y. Et bien évidemment, cet atome métallique, s'il s'agit ici d'une métalloenzyme, est très influencé par ses plus proches voisins, ce qu'on appelle la première sphère de coordination, et évidemment par d'autres éléments de la chaîne protéique. Et vous voyez que ici, je réduis le problème à ce petit site actif, mais vous voyez que l'ensemble de la molécule, l'enzyme, est beaucoup plus important. Donc un des paris de la chimie bio-inspirée, c'est de considérer, et c'est une approximation, et c'est un choix, et je dirais que c'est un choix volontaire parce qu'il y a quand même une volonté de faire quelque chose de plus simple que l'enzyme. S'il s'agissait de simplement refaire quelque chose d'aussi compliqué que l'enzyme, autant
utiliser l'enzyme elle-même comme catalyseur. Et ça, c'est un domaine qui existe, c'est le domaine de la biocatalyse. Il y a des tas de gens qui travaillent à isoler les enzymes et les utiliser en tant que telles comme catalyseurs pour faire cette réaction XY, X-zone Y. Ici dans l'approche de chimie bioinspirée, au contraire, on fait abstraction de tout cet ensemble de chaînes polypeptidiques et on se limite à ça. Donc c'est quand même un choix très dur, mais c'est le pari qui est fait que finalement la chimie X-zone Y se produit ici et certains éléments qui sont dans le site actif suffisent à reproduire l'activité. Et donc, à partir de là, on se dit, eh bien, je vais construire une petite molécule qui reproduit certains éléments du site actif. Là, voilà la petite molécule, le même métal ou un métal qui a des propriétés proches, et puis un environnement organique qui rappelle et qui prend en compte les informations qu'on a acquises sur le site actif lui-même. Voilà la démarche. Et en faisant cela, non seulement on a réduit le problème d'un truc très complexe et assez instable et assez difficile parfois à préparer, en une entité plus simple. Évidemment, on peut se douter qu'en route, on a perdu un certain nombre de propriétés, de stabilité peut-être, d'efficacité, des rendements, enfin, de sélectivité. Mais néanmoins, on essaye de s'en approcher à travers cet objet-là nouveau. Voilà, alors depuis quelque temps, c'est une autre approche qui est utilisée, enfin par certains, très peu pour le moment, qui consiste à dire, OK, j'ai une enzyme qui fait la chimie qui m'intéresse, je travaille sur ce système enzymatique, j'étudie son site actif, j'essaye de comprendre comment il est structuré. Ici, ces informations, vous voyez, ces structures-là sont obtenues par diffraction des rayons X de la protéine. Et ensuite, je construis non pas un système moléculaire, mais un système solide, un matériau solide. Et ce matériau solide est élaboré à partir des informations que j'ai acquises sur le site actif, aussi bien du point de vue de sa structure que du point de vue de sa fonction. Et donc, comme c'est assez compliqué, pour le moment, vous allez voir, les choses sont faites assez simplement. De quoi on parle quand on parle des informations acquises sur le site actif? On parle, par exemple, du métal. Si vous avez un atome de molybdène ici dans le site actif, si la nature a choisi du molybdène pour faire une réaction, et on verra un exemple, eh bien, commençons par étudier des systèmes solides à base de molybdène. C'est aussi simple que ça, si vous voulez. Les atomes de la première sphère de coordination, aussi, on peut peut-être les prendre en compte pour faire un matériau qui contient ces atomes, ces hétéroatomes, pas loin du métal, un peu comme dans le site actif. Ici, vous voyez, les atomes jaunes ici sont des soufres, et ici, on a une information à la fois du métal et des premiers atomes qui sont autour. Vous voyez, ça ne va pas très loin, mais c'est déjà assez riche et assez compliqué. Alors, il y a quelque chose qui est absolument essentiel dans la catalyse, c'est évidemment qu'il faut que les réactifs et les intermédiaires interagissent avec les métaux, avec le catalyseur. Et ça se passe à travers des sites de coordination dits vacants dans lesquels les molécules peuvent venir et partir. Alors, c'est plus difficile à élaborer sur des matériaux solides, mais comme je l'ai dit l'année dernière, les matériaux solides sont doués de tout un tas de défauts, je dirais, ou de structures, de morphologies différentes, avec des faces différentes, des défauts différents, des bords, des marches, enfin, etc., qui font que vous avez tout un tas de sites métalliques qui sont sous-coordonnés aussi sur des métaux, ce qui permet qui permet à ces ions métalliques de se comporter comme un chimiste de coordination imagine un site actif. Alors voilà, donc je vais parler de plusieurs exemples, au fond de quelques exemples
les quelques rares exemples qui existent aujourd'hui et qui sont vraiment venus d'une démarche bio-inspirée. Parce qu'il y a aussi toute une littérature qui travaille sur des matériaux depuis très longtemps, qui ont existé avant qu'on sache qu'il y ait des enzymes qui y ressemblent et qui maintenant, évidemment, vendent leur affaire avec une justification bio-inspirée, ce qui n'était pas le cas initialement. Donc je vais parler de sulfure de molybdène, je vais parler d'oxyde de manganèse et de calcium, de sulfure de fer, et je note que vous verrez que dans le programme, dans le cours numéro 5, il y a ces catalyseurs acides isolés qui sont aussi d'une certaine façon bio-inspirés, mais je n'en dirai rien aujourd'hui. Voilà, sulfure de molybdène. Alors pourquoi s'intéresser aux sulfures de molybdène, qui sont des matériaux qui sont très, très étudiés, très utilisés, très exploités, optimisés, enfin, etc., etc. En fait, on sait depuis pas mal de temps que la nature, en effet, a choisi, pour un certain nombre de réactions, du molybdène et du tungstène. On oublie souvent ça, enfin pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, quand on pense métaux en biologie, on pense fer, cuivre, zinc. Mais il y a tout un tas d'autres métaux, et en particulier molybdène et tungstène. Et en particulier, dans toutes ces enzymes-là, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, hein, xanthine oxydase, sulfite oxydase, des réductases, voilà, etc. Et ces systèmes enzymatiques sont très présents dans les systèmes bactériens, mais sont aussi très présents chez l'homme pour faire tout un tas de réactions. Vous voyez ici, réduction du fumérate, oxydation du succinate, etc., réduction des sulfoxydes. Alors j'ai mis en rouge parce que c'est ça qui va m'intéresser, puisque à nouveau, ici je vais développer ces aspects de chimie hétérogène bio-inspirée, toujours dans le contexte de l'activation des petites molécules et du stockage d'énergie, hein, le plus souvent. Et donc, simplement noter que dans ces sites actifs ici, vous voyez qu'il y a une présence très importante de soufre, parfois 2 atomes de soufre, notamment fournis par ce ligand, mais parfois 4 atomes de soufre, parfois 5. Donc, le plus souvent, un très riche environnement de soufre. C'est le cas, par exemple, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de la transformation du CO2 en molécules intéressantes de type acide formique ou monoxyde de carbone, dont j'ai déjà parlé, des formiates déshydrogénases et des CO-déshydrogénases. Vous avez déjà vu certaines de ces structures déjà la semaine dernière. À nouveau, la nature a choisi pour faire l'oxydation de l'acide formique en CO2 ou la réduction du CO2 en acide formique, a choisi du molybdène exclusivement. Et ceci dans des enzymes, vous voyez ici, très complexes, avec un site actif qui est là. Donc à nouveau, c'est la démarche, je regarde ce qui se passe dans le site actif, c'est là que se passe la chimie, molybdène, et vous voyez, 5 atomes de soufre. Parfois, il y a un peu de sélénium. Il y a beaucoup de discussions sur le type de site actif, mais vous voyez que vous avez un environnement molybdène et soufre de façon prioritaire. Ici, c'est la même chose. Il y a une classe de CO-déshydrogénase qui catalyse l'interconversion CO-CO2 à travers donc un équilibre entre l'oxydation du CO et la réduction du CO2. Et là aussi, on retrouve un atome de molybdène très soufré. Alors, il y a des sites vacants de coordination ici, enfin occupés par des solvants, des molécules d'eau, mais bon, il y a en plus un atome de cuivre. Mais si on regarde uniquement l'atome de molybdène, là aussi, on voit du molybdène et soufre. Et ça suffit, si vous voulez, comme information pour déclencher une approche de chimie bio-inspirée. On va commencer par faire du molybdène et du soufre. Et oui, j'ai oublié cet exemple qui est très intéressant. C'est la nitrogénase. La nitrogénase, c'est un système là aussi encore plus complexe, c'est plusieurs protéines, des transferts d'électrons entre des clusters fer-soufre et des clusters beaucoup plus compliqués, comme vous les voyez ici, vous voyez la chaîne de transfert d'électrons, et à la fin, vous avez un catalyseur qui est un catalyseur mixte de molybdène et de fer et de soufre.
Et à nouveau, il n'y a pas que ça, il y a aussi une histidine ici qui permet d'accrocher ce petit caillou. En fait, c'est un petit ensemble d'atomes métalliques, donc c'est une sorte de petit... on appelle ça un cluster, c'est une sorte déjà de petits matériaux solides fixés à la protéine, qui se trouve ici, au cœur de la protéine, et ce système-là a été choisi par la nature pour faire de la transformation de l'azote en ammoniac, une réaction absolument essentielle, dont un jour je parlerai peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cluster de molybdène et de soufre et de fer, non seulement est très doué pour faire de la réduction de l'azote en ammoniac, mais également pour faire la réduction des protons en hydrogène, et depuis peu de temps, y compris pour faire la réduction du CO2 en hydrocarbures. Donc c'est un cluster auquel il faut s'intéresser et qui peut être une source d'inspiration. Alors, il me semble, et en tout cas les auteurs qui discutent de ça, qui sont assez sérieux, et quand on reprend l'histoire du sulfure de molybdène, je crois véritablement que l'approche bio-inspirée a présidé au développement des sulfures de molybdène. C'est-à-dire les premiers sulfures de molybdène sont partis, me semble-t-il, de cet article en 2005 dans le Journal of American Chemical Society. Et après, il y a eu un développement autonome, indépendamment de la question de la bio-inspiration. Mais donc, à nouveau, sur des travaux qui étudiaient ici l'énergie, en gros, d'absorption, enfin, l'énergie de fixation de l'atome d'hydrogène, qui est un intermédiaire dans la transformation des protons en hydrogène, à travers un diagramme que j'ai déjà explicité l'an dernier, qui est un outil assez théorique, assez pratique pour prévoir la réactivité des différents catalyseurs. En gros, si vous êtes trop haut, l'intermédiaire H est trop stable et donc le système n'est pas bon, et si vous êtes trop bas, l'intermédiaire H ne se fixe pas et ça ne marche pas non plus. Donc il faut que vous ayez des catalyseurs qui, partant de H+, plus un électron et allant vers un demi de H2, se retrouvent à des niveaux d'énergie intermédiaires ici qui soient faibles. Et si vous voulez, par exemple, l'or est un très mauvais catalyseur, le molybdène est un très mauvais catalyseur pour des raisons différentes. Le platine est connu depuis très longtemps comme étant le meilleur catalyseur pour faire de la réduction des protons en hydrogène. Ça, c'est pas nouveau. Mais lorsque, en 2005, Norskopf étudie notamment calcule ce qui se passe pour les hydrogénases et pour les nitrogénases, en faisant un calcul théorique, en étudiant spécifiquement le système enzymatique, il observe que, en effet, ces systèmes naturels se situent exactement dans la zone qu'il faut et de façon assez évidente. La nature, qui n'avait pas fait ce calcul probablement, mais est arrivé à sélectionner les bons catalyseurs pour faire la réduction des protons. Et à partir de là, il a fait des calculs sur un modèle de MOS2, de sulfure de molybdène, et effectivement, comme vous le voyez, c'est un sulfure de molybdène qui se trouve tout à fait dans les énergies intéressantes. Et à partir de là, Norskopf a non seulement proposé de travailler sur le MOS2, mais en plus, dans cet article-là, il y a les premiers travaux sur du MOS2 déposé sur du graphite, et qui montrent ici, vous voyez à nouveau ces types de figures que je montre en permanence, plus vous avez de courant et plus c'est actif, et moins le courant, et plus le courant apparaît à bas potentiel ici, et mieux c'est, c'est-à-dire vous avez besoin de moins d'énergie pour produire de l'hydrogène, les courants étant des courants qui correspondent à de la transformation des protons en hydrogène. Vous voyez, le platine est là, et le MOS2 est ici, donc il est moins bon que le platine, mais il n'est qu'à une centaine de millivolts au-dessus du platine, et donc ça, c'était les premiers résultats. Et donc, en quoi ce système de sulfure de molybdène est proche du site actif, si vous voulez?
mais vous allez voir qu'il n'est pas si proche que ça, et en même temps, ça fait partie de la démarche, c'est-à-dire ce qu'on veut ici, c'est un système bio-inspiré, ce n'est pas un système biomimétique très proche du site actif, mais à nouveau, on a repris les éléments molybdène et soufre. Alors, au tout début, les sulfures de molybdène sont caractérisés, vous voyez, ce sont essentiellement des triangles qui peuvent être tronqués, donc on obtient des hexagones, et avec des couches de soufre, des couches qui sont séparées par une couche de molybdène. Voilà, c'est en gros ça. Et avec donc des bords, vous voyez, ça va être très important, vous voyez, des bords ici, qui sont soit de type molybdène, vous voyez, sur les bords, on a surtout des molybdènes qui peuvent être plus ou moins couverts par du soufre en fonction des conditions de synthèse, mais également des bords qui sont soufre. Et donc, il y a eu beaucoup de questions sur où sont les sites actifs, comment ça marche. Et au tout début, l'hypothèse, notamment appuyée par les calculs théoriques, indiquait que c'était plutôt des sites MO-SMO, comme ça, avec du soufre qui fixait les protons et qui activait les protons pour les transformer en hydrogène. Voilà, juste ici, un travail vraiment important quelques années plus tard, en 2007, où donc ces auteurs ont déposé sur de l'or du sulfure de molybdène avec différentes conditions expérimentales, et notamment la température permettait d'avoir des tailles de cristaux différents, des tailles de particules différentes, et qui a conduit à trouver non pas une corrélation entre l'activité catalytique et la densité de particules par unité de surface. Vous voyez, c'est une corrélation qui ne marche pas bien. Et puis une très bonne corrélation entre la densité, l'activité catalytique et la longueur des bords. Donc c'est un travail qui a été le premier à dire l'activité se passe sur les bords de sur ces sites en bordure. Et donc il y a eu énormément de travaux sur la compréhension de ces mécanismes. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le sulfure de molybdène était, disons, 10 ou 30 fois moins, 40 fois moins actif que le platine en termes d'activité par unité, par site actif, mais disons avec des surtensions qui étaient relativement faibles. Donc ça, c'est le début. Et ensuite, il y a eu un énorme développement, d'ailleurs qui a été rapporté par Norskov, qui était l'auteur du premier papier en 2005, et Jaramillo, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, dans Science en 2017, qui a raconté un peu toute cette histoire. Et à nouveau, comme vous voyez dans ce qu'on appelle ce volcanoplot, qui indique qu'on rapporte à nouveau les courants en fonction, vous savez, de cette énergie de fixation de l'atome d'hydrogène. Plus on est haut et mieux c'est. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour réduire des protons en hydrogène, il faut des métaux nobles. Ça, on le sait depuis longtemps. Les meilleurs, vous voyez, sont ici palladium, platine, rhodium, iridium, etc. Et quand on regarde ce diagramme, on observe que les métaux non nobles arrivent très en bas, mais finalement, le sulfure de molybdène est un des tout meilleurs. Mais ça, c'était déjà présent d'une certaine façon dans le calcul de Norskov en 2005. Et ensuite, vous avez eu tout un tas de développement de différents types de morphologie des sulfures de molybdène. Donc il y a eu énormément de travaux, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, qui sont d'ailleurs rapportés sous la forme de ce diagramme où vous mettez en ordonnée la surtension, qui doit être la plus faible possible en fonction de l'année, et vous voyez que finalement il y a une tendance à une pente comme ça qui descend, et c'est effectivement ce qu'il faut, puisqu'il faut de moins en moins de surtension. Et donc, voilà, je ne rentre pas dans le détail de ces différentes formes de sulfure de molybdène, mais il y a eu un travail considérable sur ces choses-là.
Et en 2011, parce que quand même ces cristaux de sulfure de molybdène sont quand même assez difficiles à faire, demandent des conditions expérimentales complexes, de type, enfin des conditions de température, de sulfuration, enfin, etc. Et donc Xileu à l'EPFL, à Lausanne, a été un des premiers à montrer que des sulfures de molybdène totalement amorphes, pas du tout cristallins, sont des très bons catalyseurs. Site de bord. Et je vais introduire ce concept, si vous voulez bien, de catalyse homogène hétéro-inspirée. En fait, à peu près en même temps que les gens s'intéressaient à ces sulfures de molybdène, par une démarche assez peut-être classique de chimie bioinspirée, c'est-à-dire plus moléculaire, un certain nombre de chimistes ont travaillé sur des clusters de sulfure de molybdène, des petits clusters. Vous voyez ici MO3S4, vous voyez les 3 atomes de molybdène ici, ici MO2S12 avec des ligands disulfures, hein, S2-. Ici, vous voyez un MO-S2, mais avec un environnement plutôt azoté. Vous voyez, entre 2008 et 2012. Et ces petits clusters se sont avérés d'assez bons catalyseurs, en tout cas comparables aux nanoparticules de sulfure de molybdène. Vous pouvez le voir à nouveau dans ce type de diagramme. À nouveau, le platine, c'est le meilleur. Les MO-S2 sont ici en rouge, mais vous voyez, MO3-S4, c'est dans cet article de 2008, et dans la zone aussi. Donc, à nouveau, c'était une approche aussi qui poussait à démontrer que les sites actifs sur quelque chose d'aussi complexe qu'un sulfure de molybdène, et ce n'est pas si facile de déterminer où sont les sites actifs, permettaient de dire que, vous voyez, ici, vous avez un bord avec un S2 de moins ici en surface, enfin sur le bord, et ces choses-là reproduisent ces environnements MO, S2 de moins. Et donc, c'était à la fois pour dire, tout ça confirme, oui, voilà, 2008 ici, 2015 là et 2012, confirme que ce sont ces entités MO, sulfure, qui sont les sites actifs en surface. Et c'est d'autant plus vrai que quand on regarde un peu plus en détail, vous voyez, certains sites de surface ou de bord, on s'aperçoit que ces clusters reproduisent en effet ces entités-là. Ici, vous voyez, 2 atomes de molybdène ici avec 2 ponts sulfure et des ligands disulfure. C'est exactement ce qu'on a dans ce cluster MO2S12. 3 molybdènes ici avec des ponts disulfure comme ici reproduisent aussi des éléments du métal. Et donc il y a cette idée, et quand on regarde à nouveau l'activité, c'est-à-dire pour une même valeur de courant, la surtension, on s'aperçoit que ces clusters se situent aussi dans des zones à 150 millivolts de surtension qui sont proches des catalyseurs solides. Et donc il y a cette idée, si vous voulez, qui n'est pas toujours, enfin, qui n'est même jamais, que je propose en quelque sorte, et qui n'est pas exprimée dans les articles, c'est qu'on pourrait aussi imaginer une chimie homogène, une catalyse homogène qui soit hétéro-inspirée. D'ailleurs, hétéro-inspirée, pas obligatoirement inspirée d'un catalyseur hétérogène qui lui-même est bio-inspiré, mais on peut imaginer une démarche qui pourrait se développer où, à partir d'une information acquise sur un catalyseur hétérogène, bio-inspiré ou pas, la plus fine possible, ce qui est possible aujourd'hui avec toutes les technologies qui existent pour caractériser vraiment en détail les catalyseurs, eh bien de travailler sur des petits complexes moléculaires qui reproduisent certains éléments d'un solide.
Voilà. Alors, très rapidement, pour terminer là-dessus, à nouveau, vous voyez, dans des travaux en 2015, on est encore dans une proposition de mécanisme qui est centrée sur le soufre. Vous voyez, donc la proposition, c'est que ces disulfures molybdène sont réduits, protonés, et ensuite, ces sites-là sont à nouveau réduits et protonés pour donner des entités comme ça qui conduisent à de l'hydrogène. Et le cycle est comme ça. Donc, il y a eu vraiment une tendance à penser qu'il s'agissait de ça. Et tout récemment, au cours des dernières années, on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est que ces sulfures de molybdène sont en fait des polymères de coordination. Et ça, c'est très intéressant parce que par rapport à ce que je viens de dire sur les clusters, en fait, ces solides, ces nanoparticules de sulfure de fer, sont des polymères de clusters de sulfure de molybdène, de ces petits clusters. Et c'est ce qui est proposé dans ce Nature Materials, où finalement, il est proposé que le sulfure de molybdène amorphe est un polymère de ces petits clusters, qui se polymère, vous savez ce que c'est une unité qui est ajoutée à l'infini. Enfin, et donc ce sont ces ponts disulfures, vous voyez, ces disulfures qui font le pont entre les unités trinucléaires de molybdène. Donc c'est marrant cette histoire parce qu'on part d'une enzyme, on finit sur un solide, on travaille sur des petits clusters sans savoir qu'en fait on est en train de travailler sur les unités monomériques du polymère et ensuite on découvre que, en tout cas pour ce qui est du sulfure de molybdène amorphe, on a un polymère de coordination, j'ai déjà parlé de cette famille-là. Et sans aller plus dans le détail, aujourd'hui, on penche plutôt pour un mécanisme dans lequel le molybdène... donc, il y a eu des calculs qui ont montré que la chimie centrée sur le soufre était à plus haute énergie et était donc plutôt défavorable, et que c'est une chimie basée sur le molybdène et sur des hydrures de molybdène qui sont les plus probables. Et donc, au cours vous partez de votre sulfure de molybdène, vous réduisez en présence de protons, donc vous faites de l'électrolyse de protons, de l'eau, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous réduisez des disulfures, vous libérez des sites de coordination, et ensuite, réduction proton, vous faites un hydrure, et ces hydrures réagissent avec des protons pour donner de l'hydrogène. Voilà ce qui est aujourd'hui, me semble-t-il, proposé. Je termine sur ce MOS2. Plus récemment, mais ça je l'ai déjà évoqué, puisque, vous voyez, j'ai situé le début de cette histoire à 2005. En 2014, le même, Norskov, toujours le même, propose que ces sulfures de molybdène soient aussi regardés pour la réduction du CO2. Et il est d'autant plus renforcé par ça que, en effet, comme je l'ai dit, vous avez deux enzymes, la formiate déshydrogénase qui réduit le CO2 en acide formique et qui a ce site actif, et vous avez la nitrogénase, à nouveau ce complexe, ce cluster complexe de molybdène, de fer et de soufre, qui est capable, et ça c'est des résultats très très récents, in vitro bien sûr, les bactéries qui expriment la nitrogénase ne réduisent pas le CO2 en hydrocarbures, mais lorsque vous utilisez l'enzyme in vitro, vous pouvez faire toute une série d'hydrocarbures à partir du CO2. Et donc tout ça a conduit à étudier le CO2 immédiatement comme substrat du sulfure de molybdène. Et comme vous le voyez ici, par exemple dans cet article, eh bien, ce sulfure de molybdène, moyennant certaines conditions et à des potentiels qui sont pas très élevés, mais quand même il faut dépasser un certain niveau de potentiel pour ne pas avoir trop d'hydrogène, et on peut atteindre des rendements en CO. Donc c'est la transformation du CO2 en CO extrêmement efficace, et comme vous le voyez ici dans ce diagramme, c'est
ici dans ce travail, en tout cas, présentés comme étant meilleurs que l'or, l'argent, qui sont des très bons catalyseurs pour la réduction du CO2. Évidemment, le sulfure de molybdène a un gros avantage sur l'or et l'argent en termes de coût. Donc, c'est aussi des choses qui permettent peut-être d'avancer vers la découverte la mise au point de catalyseurs à base de métaux non nobles. Donc, vous voyez, des courants très stables, voilà, des électrolyses sur 10 heures, des courants très stables, très sélectifs pour CO, des surtensions faibles, voilà. Donc, tout un tas de propriétés qui sont annoncées pour ces catalyseurs pour la réduction du CO2. Deuxième exemple dans une autre chimie, les oxydes de manganèse et de calcium. Et donc là, je parlais de l'autre réaction qui existe dans les électrolyseurs. J'ai parlé de réduction de protons et de CO2. C'est en gros la cathode de l'électrolyse, de l'électrolyseur, et de l'autre côté, c'est l'anode. Et c'est là que se fait l'oxydation de l'eau. Et là aussi, il faut des catalyseurs intéressants, stables, pas chers, etc. Quand on regarde ce que fait la nature du point de vue de l'oxydation de l'eau, j'ai eu maintes fois l'occasion de présenter ce photosystème, eh bien, évidemment, on tombe sur le catalyseur, enfin le complexe qu'on appelle en anglais OEC, Oxygen Evolving Complex, enfin le complexe de production d'oxygène qui est présent chez les plantes, chez les organismes photosynthétiques, etc., qui permet de casser la molécule d'eau en oxygène et en protons et en électrons. Et ce photosystème 2, ce catalyseur d'oxydation de l'eau en oxygène est présent dans cet énorme complexe protéique qui s'appelle le photosystème 2, qui est présent dans les membranes de ces algues, de ces microalgues ou dans les membranes de toutes les plantes, évidemment, qui sont photosynthétiques. Vous voyez, c'est un complexe 19 protéines, 35 chlorophylles, de phéophytine, des carotènes, des lipides, des quinones, enfin, etc., etc. Tout ça pour capter l'énergie solaire et utiliser cette énergie pour casser cette molécule d'eau et récupérer les électrons. Et l'endroit où se fait cette cassure et cette activation de l'eau et la récupération des électrons, l'oxydation de l'eau, la récupération des électrons, c'est un cluster de manganèse et de calcium. Donc là aussi, la nature a choisi. Vous voyez que quand on parle de sites actifs, j'ai déjà dit, mais je le répète, quand on parle de sites actifs d'enzymes, ce n'est pas toujours des sites mononucléaires, genre l'hémoglobine avec une porphyrine. L'hémoglobine n'est pas une enzyme, mais une métalloprotéine, ça peut être des clusters, comme on l'a vu avec la nitrogénase. Et ça, c'est un autre exemple où vous avez donc les manganèses en violet, le calcium, associés entre eux à travers des ponts oxygène, oxo, hydroxo, etc., et avec des molécules d'eau qui complètent la coordination de ces atomes. Il y a eu un magnifique article en 2011 avec la résolution, avec une excellente résolution pour la structure aux rayons X du photosystème, un véritable défi. Et donc on a des informations extrêmement précises sur ce complexe. Voilà une autre structure proposée. Et en gros, il faut que vous sachiez que c'est bien là que se passe l'oxydation de l'eau. Alors pour faire une oxydation de l'eau, il faut que vous enleviez des électrons au catalyseur pour qu'ils deviennent suffisamment oxydants. Et c'est ce qui se passe à travers chaque photon solaire. On part de S0 ici. De chaque photon solaire, vous avez la montée du manganèse à un degré d'oxydation supérieur. On part, et ça c'est maintenant assez bien établi, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, de 3 manganèse 3 et d'un manganèse 4. Et à chaque photon, et il en faut 4, parce que pour oxyder de l'eau en oxygène, il faut sortir 4 électrons. Et
à chaque photon, donc, le manganèse passe à un degré d'oxydation supérieur jusqu'à atteindre, après 3, 4 manganèse 4, et après le quatrième. Alors, il y a aussi des discussions à savoir si c'est un manganèse 5 ou un radical sur un atome d'oxygène. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc, il y a 4 équivalents oxydants qui s'accumulent sur ce cluster, et ça, c'est assez formidable. En général, on ne sait pas faire ça. Et donc, il y a aussi beaucoup de discussions sur les mécanismes de création de la liaison oxygène-oxygène. Vous voyez, vous partez de 2 molécules d'eau et vous formez de l'oxygène moléculaire, donc il faut que 2 atomes d'oxygène se fixent. Et donc, il y a beaucoup de discussions pour savoir si le calcium joue un rôle directement dans cette chimie à travers l'activation d'une molécule d'eau. Le calcium, c'est un ion très acide de Lewis, donc qui polarise les liaisons OH quand la molécule d'eau est fixée sur le calcium. Donc on peut accumuler des OH- qui peuvent être extrêmement nucléophiles pour attaquer un oxo ici qui est très électrophile. Et c'est ainsi qu'on crée la liaison oxygène-oxygène. Il y a d'autres mécanismes, il y a beaucoup de débats là-dessus, qui impliquent des liaisons oxygène-oxygène qui se forment à partir d'oxo ou de radicaux à l'intérieur même du cluster. Tout ça est assez complexe, mais ce n'est pas l'objet ici de mon propos. L'objet de mon propos, c'est celui-là, c'est qu'on peut citer à peu près aux années 2010 le premier papier qui dit « Je veux essayer de faire un solide qui ressemble au catalyseur du photosystème 2 pour l'oxydation de l'eau ». C'est un collègue allemand, Kurtz, qui donc synthétise toute une série d'oxydes de manganèse et de calcium. Alors les oxydes de manganèse étaient connus depuis très longtemps comme étant d'assez bons catalyseurs, enfin des catalyseurs de l'oxydation de l'eau, comme là d'ailleurs beaucoup d'oxydes métalliques, et en particulier les oxydes de ruthénium, les oxydes d'iridium, mais même les oxydes de manganèse ont une activité de catalyse d'oxydation de l'eau. Mais là, pour la première fois, on voit une étude d'oxydes mixtes de manganèse et de calcium. Et donc, à travers, disons, voilà ce que fait le chimiste, à travers un contrôle des conditions expérimentales de température, de réactifs, de durée de réaction. Donc, il produit toute une série de matériaux avec des proportions différentes de calcium et de manganèse et avec des quantités variables d'eau dans ces différents matériaux. Et quand on regarde d'ailleurs la structure, vous voyez, de ces solides, eh bien, il rappelle en effet, enfin, on va le voir tout à l'heure, il rappelle en effet la structure du site enzymatique, du site naturel. Et voilà, donc il y a eu plusieurs études, aussi bien par des oxydations chimiques de l'eau. Ici, vous voyez, c'est un oxydant, le cérium 4, qui est utilisé. Ici, c'est de la photo-oxydation de l'eau avec un accepteur d'électrons, qui est ce complexe de cobalt, et un photosensibilisateur. Voilà, toutes ces études-là démontrent qu'en effet, il y a une très forte différence entre les oxydes de manganèse et les oxydes de calcium-manganèse. Et donc, les tout meilleurs sont ici, le tout meilleur, vous voyez, c'est ce composé-là. Et il faut des molécules d'eau. Voilà, donc il y a des structures particulières, mais ce sont de bien meilleurs catalyseurs de l'oxydation de l'eau que l'oxyde de manganèse. Et donc vous voyez ici que finalement, à travers une approche qui est quand même hyper simpliste, on part d'un système enzymatique qui est peut-être ce qui se fait de plus complexe dans la nature, le photosystème 2, on zoome, on fait quand même un truc assez étonnant, c'est-à-dire qu'on oublie tout ça et on zoome là-dessus et on dit que la chimie est là, et on oublie tout le reste. Et on dit que la chimie est ici, et puis on fait un matériau tout simple en se disant, voilà, je fais juste des oxydes de manganèse et de calcium. Donc la démarche est très simple, mais vous voyez, elle aboutit quand même à des résultats satisfaisants. Bon, tout ça pour dire que
dans ces travaux-là, voilà les différents catalyseurs qui sont étudiés avec différents oxydants. Je vous ai présenté le cérium, je vous ai présenté le système photochimique, mais on peut utiliser d'autres oxydants. Et tout démontre à nouveau que les meilleurs résultats sont ici, c'est-à-dire qu'il faut du calcium. Les molécules d'eau sont importantes. Ce sont des composés stables et évidemment, ils sont très, très peu coûteux et c'est ça qui est intéressant. Il y a eu plus tard des matériaux un peu particuliers, ça s'appelle des birnécites, qui sont des multicouches d'oxyde avec des cations intercalants ici, et donc on se retrouve avec des oxydes et avec la possibilité d'introduire différents types de cations. Et ici, ce qu'on observe avec ces matériaux-là, c'est que le calcium est mieux que le strontium, que le potassium et que le magnésium. Et c'est exactement ce qui a été démontré dans le cas du photosystème 2, où les gens ont remplacé le calcium par d'autres métaux, le strontium. Et c'est en gros ce qu'on voit ici. Vous voyez, en vert, c'est le système naturel, et c'est mieux avec le calcium, et avec les autres couleurs, ce sont les oxydes. Donc on a des comportements, vous voyez, qui sont assez semblables avec le système naturel. Voilà, bon, ça c'est... OK. Oui, bon. Voilà. Voilà un autre exemple, donc, et je conclus sur cet exemple-là avec cette diapositive. Voilà un autre exemple où, partant d'un système complexe enzymatique, manganèse, calcium, oxyde, on étudie des oxydes de manganèse et de calcium. Alors là, c'est la puissance de la synthèse chimique, c'est-à-dire qu'on peut élaborer différents types de matériaux avec différentes proportions des atomes, etc., et trouver le meilleur catalyseur, et c'est ce qui est fait ici. Et ce matériau-là, finalement, le plus actif, eh bien, comme dans le photosystème 2, il y a un mélange de manganèse 3 et de manganèse 4, il y a un mélange de manganèse et de calcium, il y a des sites de coordination vacants, et tout ça explique l'activité. Donc, voilà, à partir de là, il y a eu aussi des propositions, c'est ce que j'indique ici, des propositions que peut-être, si on fait le chemin dans l'autre sens, peut-être que la nature a sélectionné ce type de petit cluster à l'origine de la vie par exploitation de ces oxydes mixtes de calcium et de manganèse qui sont évidemment présents à la surface de la Terre et qui ont ces propriétés d'oxydation de l'eau. Donc peut-être qu'au cours de l'évolution chimique, le premier véritable système proto-enzymatique de type photosystème 2 était une surface à base d'oxyde de calcium et de manganèse. Est-ce que je vais... Voilà. Et je vais terminer sur ce sujet-là. En général, j'essaye de montrer aussi ce qu'on fait au laboratoire. Et je vais rester dans la catalyse d'oxydation de l'eau. Alors, il y a eu quand même une découverte qui n'a pas fait beaucoup de bruit, parce que le dogme, c'était l'oxydation de l'eau dans la nature, la production d'oxygène, c'est exclusivement le photosystème 2. C'est ce qui existe dans les organismes photosynthétiques. Je veux dire d'ailleurs que c'est tellement le dogme qu'il y a quelques années, il y a eu un gros projet. Enfin, vous savez, il y a en permanence des projets pour aller se demander s'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre. Et comme l'oxygène est considéré comme
produit exclusif du vivant à travers la photosynthèse, eh bien, il y a cette idée que la détection d'oxygène moléculaire serait la preuve d'une présence de vie sur telle ou telle planète. Bon, il y a beaucoup de missions qui sont élaborées, parfois abandonnées, pour aller voir s'il y a de la vie ailleurs. Et pour conclure, il faut qu'on ait des sondes, il faut qu'on ait une preuve chimique ou autre indéniable. Et donc, il y a quelques années, j'avais été sollicité pour répondre à cette question, est-ce que vraiment l'oxygène moléculaire est la preuve indéniable de la présence d'une vie sur telle ou telle planète. Et il s'avère que je m'intéressais à ces choses-là, et à nouveau, vous voyez, la réponse, c'est probablement non, puisque vous avez tous ces oxydes de type mixte de calcium et de manganèse qui sont des bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau. Donc il suffirait qu'en présence d'irradiation et d'une source et d'un accepteur d'électrons, parce qu'il faut quand même un accepteur d'électrons, mais on peut trouver ça sûrement. Donc j'avais dit, bon, faites attention. De mon point de vue, ça serait une erreur de dépenser des centaines de millions d'euros pour une mission pour aller détecter de l'oxygène quelque part, parce que le risque est grand que l'oxygène vienne d'autre chose. Bon, mais ça, c'était l'idée que, voilà, de toute façon, c'était le photosystème 2. Et puis en 2014, je crois que c'est la seule autre enzyme qui a été montrée comme étant capable de faire de l'oxydation de l'eau. Une enzyme dont le métier est de faire la réduction de l'oxygène en eau. Mais ils ont fait travailler cette enzyme sur une électrode et montré qu'à des potentiels qui étaient raisonnables, cette enzyme catalysait l'oxydation de l'eau en oxygène moléculaire. Au laboratoire, ça nous a vraiment intéressés parce que, comme vous le savez, on s'intéresse au cuivre pour la réduction du CO2, et cette enzyme est une enzyme à cuivre qui est bien connue. L'enzyme elle-même n'est pas une découverte, c'est cette fonction-là qui est une découverte. C'est une enzyme à cuivre, et comme vous le voyez, c'est un petit cluster de cuivre, ici, 3 atomes de cuivre, mais dans un environnement très azoté. Ce sont des imidazoles d'histidine, ce sont des acides aminés ici. Donc beaucoup d'atomes d'azote qui tiennent ces ions cuivre dans la protéine. Et à l'époque, donc avec Yuan, dont j'ai déjà parlé au laboratoire, et ensuite Victor Mougel, on travaillait sur des matériaux, poreux à base de cuivre, à base d'oxyde de cuivre. Donc poreux, vous voyez les pores ici dans cette image de microscopie, dendritique, voilà. Et qu'on commençait qu'on étudiait pour les propriétés de catalyse de réduction du CO2. Et à partir du moment où on avait cette idée du fait que du cuivre entouré par des atomes d'azote de type imidazole pouvait être de bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau, et sachant ce que j'ai déjà montré la semaine dernière, à savoir que vous avez des molécules azotées, je ne sais pas si vous vous souvenez du cyclame, qui s'accrochaient sur les surfaces et qui transformaient assez considérablement l'activité des surfaces de solides. Et j'ai montré toute une série d'exemples, peut-être vous vous souvenez, c'était la semaine dernière, avec des acides aminés sur la surface, avec des polymères aminés azotés sur les surfaces, tout ça rendait le matériau différent et actif. Donc on s'est dit, on va faire la même chose, et ici on va choisir des ligands de type imidazole, exactement ça, ou bien électrodéposer des complexes cuivre-imidazole pré-synthétisés en mettant une couche de ces éléments sur ce
matériaux poreux dendritique. Effectivement, quand on fait ça, on observe une modification de la surface du catalyseur, du solide. Vous voyez ici, vous avez un dépôt d'un oxyde de cuivre. Et si vous vous souvenez, dans le cas du cuivre cyclame, on avait le cyclame qui restait à la surface. Bon, il s'avère que là, l'imidazole ne se maintient pas à la surface, mais joue un rôle extrêmement important sur la structuration de la surface. Et une fois qu'on a fait ça, on a obtenu un excellent catalyseur pour l'oxydation de l'eau qu'on est en train de développer au laboratoire, un catalyseur très stable avec des densités de courant élevées pour des potentiels qui sont tout à fait raisonnables, enfin qui sont très, très compétitifs. Et au fond, vous voyez ici, c'est un exemple. C'est un exemple extrême parce que finalement, l'objet final n'a strictement rien à voir avec l'enzyme. Mais c'est une démarche bio-inspirée qui nous a conduit à utiliser un réactif de type imidazole et cuivre imidazole. L'objet aurait pu être vraiment bio-inspiré si les sites actifs ici étaient des atomes de cuivre avec de l'imidazole dessus, voilà, mais ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, vous voyez que je voulais vous montrer ça parce que la démarche bio-inspirée conduit à des objets qui n'ont strictement rien à voir avec le site actif, peuvent ne rien avoir avec le site actif, mais par chance, voilà, peuvent déboucher sur des objets qui ne sont atteints que parce qu'on a eu cette idée de bio-inspiration. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Voilà. J'avais un autre exemple, mais sur des sulfures de fer et de nickel. Bon, je pense que peut-être que Ulf va nous parler de certains de ces objets-là. C'est pour ça que je ne me suis pas pressé pour en parler. Mais en gros, vous voyez qu'avec ces exemples que je viens de citer, on a à peu près tout ce qui se fait dans ce domaine. Donc, voilà, mon propos avec ce thème de catalyse hétérogène bio-inspirée, c'est de proposer aux chimistes cette approche originale que très peu de gens développent. Pourquoi elle est très peu développée? C'est parce que finalement les sous-domaines de la chimie continuent à être très séparés. Ici, au Collège de France, dans mon laboratoire, on fait un effort considérable pour essayer de mélanger la culture en chimie et en biochimie, et notamment en enzymologie. Mais évidemment, vous imaginez que les chimistes du solide, peut-être dans la plupart des cas, ne savent pas ce que c'est qu'une enzyme. Donc cette culture n'est pas partagée, et donc c'est pour ça que ce domaine-là n'est pas très développé. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez formidable à faire en partant d'informations que la nature nous donne pour construire non pas des catalyseurs moléculaires à nouveau, mais des catalyseurs solides. Et ça, c'est un monde totalement nouveau, à mon avis, qui devrait se développer. Et je vous remercie pour votre attention.